Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Over the Results consacré à Backlash 2008. Voilà, donc comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo si vous aviez aimé ce pay-per-view ou à l'inverse, disliker la vidéo si vous ne l'aviez pas aimé. Et comme vous le voyez, donc on commence ou on continue plutôt l'année 2008 avec Backlash. Vu que je vous ai déjà fait Royal Rumble, No Way Out et WrestleMania 24, il faut savoir que je n'ai pas tous les pay-per-view à la fin. Il va manquer One Night Stand, No Mercy, Cyber Sunday et Armageddon que je n'ai pas sous la main et que je ne trouve pas sur les réseaux sociaux ou sur internet, hormis le WWE Network. Donc si jamais vous avez les liens des shows complets des 4 que je viens de citer, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, premier match, Matt Hardy bat MVP pour devenir le nouveau champion des États-Unis dans un match assez fade. Je suis pas emballé du tout, mais je vais quand même être cohérent. J'aime pas MVP, mais MVP était sur un règne de pratiquement un an en tant que champion des États-Unis. Il se fait battre malgré une immense domination durant tout le match par un simple twist of fate. Je trouve que c'est un petit peu mal payé. Déjà, même si je n'aime pas ce catcheur, je veux dire, un an, c'est rare d'atteindre un an de règne. Donc, moi, à la place de la WWE, je l'aurais laissé dépasser cette année de règne. C'est exactement la même chose que le règne de The Ascension à NXT qui avait atteint, je crois, 364 jours de règne, et je trouve ça totalement débile. Ou alors, plus récemment, le règne de champion des États-Unis, donc de Dean Ambrose, qui avait dépassé ce règne le plus long connu à ce jour pour le règne des États-Unis. Et en plus, je sais pas, j'aurais fait quelque chose, 2-3 Twist of Fate, voire Matt Hardy faire un truc en plus. Mais je trouve que c'est mal payé, même si ce catcheur, je ne le trouve pas du tout bon. Je trouve que c'est mal payé et ça ressent dans la note. Je suis pas emballé du tout. J'ai mis un 5,5 sur 10. Deuxième match, Kane bat Chavo Guerrero pour conserver son titre de la ECW dans un match très fade encore une fois. Deux styles pour moi beaucoup trop différents pour donner un match excellent, mais je dois quand même avouer que c'est pas si mauvais que ça. C'est fade, mais c'est pas si mauvais. Ils m'ont surpris déjà de par le rythme du match. Faut savoir que c'est assez rapide, malgré le fait que justement, comme j'ai dit, on a Kane qui est très grand, très brutal, et Chavo Guerrero qui a déjà été champion Cruiserweight avant d'être champion de la SCW et qui a plutôt un style de catch aérien voire technique. Donc malgré ça, c'est rapide et il y a quand même une sorte de complémentarité. Mais après, je trouve qu'il se passe pratiquement rien durant ces 8 minutes de match. Je trouve que c'était des mauvaises confrontations. Il est bien meilleur, entre guillemets, c'est même ironique de dire ça, que leur match à WrestleMania 24 qui avait duré 8 secondes. Mais au fond, je trouve que c'était pas forcément utile d'avoir ce match revanche-là à Backlash, dans ce pay-per-view-là, qui n'est pas bon, comparé surtout au Backlash de 2007. Et il y a Bam Neely, donc, qui faisait partie de la Familia et qui était un peu le garde du corps de Chavo Guerrero, qui, tout simplement, qui était aux abords du ring pour soutenir Chavo, mais qui sert à rien. Il est intervenu juste une fois pour donner un coup de poing, si je me souviens bien. Donc, il y a plein de bonnes choses qu'il fallait exploiter, ça n'a pas été fait en fait. Et je trouve ça dommage. D'où ma note, encore une fois, un 5,5 sur 10. Troisième match, Big Show bat le Great Khali dans un sale match. Mais quel début de pay-per-view de merde, franchement, j'ai rien à dire. Big Show contre Great Khali, réfléchissez 2 secondes quoi. Et je veux dire, il n'y a rien à expliquer. En plus, ils ont réussi à nous mettre un match de 8 minutes où il n'y a rien. Non, vraiment, à partir de là, ça m'a tué. Je suis KO. J'ai mis la note de 2,5 sur 10. Quatrième match, Shawn Michaels bat Batista dans le premier excellent match de la soirée. Vraiment très très bon, un match où Shawn Michaels a bien pris le dessus sur The Animal. Franchement, ça fait plaisir parce que je m'attendais tout sauf à ça. J'étais là, ah ouais, quand même. Faut savoir que ce pay-per-view là, j'ai suivi les résultats à l'époque, mais je ne l'ai pas vu. Donc j'étais là, je pense que ces deux styles, tout comme le Kane Chavo, qui, malgré le fait qu'ils peuvent être complémentaires, qui ne va pas du tout passer. Et au final, je suis surpris en bien parce que c'est Shawn Michaels qui domine, et c'est une très bonne décision de la part de la WWE d'avoir construit ce match comme ça, parce que si c'était l'inverse, Batista aurait démonté Shawn Michaels, il aurait perdu, et ça aurait pas été crédible en plus de ça, et surtout on aurait eu un Shawn Michaels qui se serait fait dépasser, et un Batista qui aurait certainement au bout d'un moment manqué entre guillemets de physique pour pouvoir tenir un match de 15 minutes où seul lui domine. Donc je suis content que ce soit Shawn Michaels qui tient les rênes, et à côté de ça on a Batista qui revient de temps en temps, et qui donne de très bonnes choses. Donc je suis très content de voir un match pareil. Il y a beaucoup de prises de soumission de Shawn Michaels qui va vraiment s'attaquer au bras gauche
de Batista. Puis finalement, Batista, vers la fin, va se réveiller, il va dominer les derniers échanges jusqu'à une Batista bombe contrée. Shawn Michaels va simuler une blessure à la jambe, puis sournoisement, il va porter un switching music à Batista pour conclure le match. Je trouve que c'est très bon. Vraiment, on a un très bon match. Je m'attendais peut-être encore un petit peu mieux. Enfin, je m'attendais pas, forcément. Je vous ai dit que je m'attendais à un match pas forcément bon. Mais après, avec du recul, je m'attends peut-être à un petit truc en plus. Vu qu'il y avait Chris Jericho, donc qui était dans cette rivalité et qui était l'arbitre spécial, il a fait son rôle d'arbitre normal. J'aurais peut-être préféré quelque chose, vu que justement, Shawn Michaels avait porté un switching music à Chris Jericho et Batista avait porté une Batista bombe à Chris Jericho les semaines auparavant dans les highlight reel de Chris Jericho. Donc ouais, là peut-être il y avait quelque chose en plus à faire. Mais sinon je suis très content, il y aura une très bonne rivalité par la suite. Même la rivalité entre Michaels et Batista est bonne parce que ça parle de la retraite de Ric Flair. Donc il y a quelque chose et par la suite on aura un Shawn Michaels contre Chris Jericho que je vais vous analyser pour dans 2 semaines je crois. Maintenant c'est assez chaud vu qu'il y a 2 vidéos par semaine normalement. Donc ouais, j'ai hâte vraiment. En plus on aura malheureusement un très bon Shawn Michaels Chris Jericho je crois pour le titre poids lourd plus tard dans l'année à No Mercy. Malheureusement j'ai pas le pay-per-view et j'espère vraiment l'avoir très rapidement parce que franchement j'ai hâte d'analyser ce match là. Mais en attendant pour ce match là j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Cinquième match, la team Beth Phoenix bat la team Mickie James. Alors je dis team, forcément c'est pas un Survivor Series traditionnel tag team match, mais c'est un match 6 contre 6. Donc là c'était là juste pour montrer les divas et pour combler un petit peu du temps d'antenne vu qu'il n'y avait que 2h45 pour ce pay-per-view. Donc l'équipe de Beth Phoenix était composée de Melina, Layla, Jillian, Victoria, Natalia et donc Beth Phoenix. Et l'équipe de Mickie James était composée de Kelly, Cherry, j'avais totalement oublié cette lutteuse qui accompagnait Deuce et Domino, Michelle McCool, Ashley Massaro, Maria et donc Mickie James. Et j'ai marqué ce match, c'est n'importe quoi. Je vais pas en dire plus, ça dure 6 minutes. Je vous laisse juste, si vous trouvez ce match-là sur internet, allez voir juste les 20 dernières secondes et vous allez comprendre ma peine. Je vais pas dire plus. La fin résume tout ce que je pense de la division féminine dans cette année-là. C'est catastrophique. J'ai mis la note de 2 sur 10 et je suis encore généreux. Sixième match, Undertaker bat Edge par soumission pour conserver son titre poids lourd dans un très bon match de 18 minutes. Après, c'est pas surprenant parce qu'il y a toujours eu une bonne alchimie entre ces deux hommes et on le voit dans ce match-là. J'ai marqué qu'ils se connaissent parfaitement et durant tout le match, ils vont nous proposer deux plutôt bonnes choses. Notamment au bout d'un moment où ils se connaissent tellement bien qu'ils vont porter les mêmes prises en même temps, que ce soit des coups de la corde à linge, des big boots, et les deux vont toujours être au sol en même temps. Donc vraiment, ils jouent sur le côté, oui, on s'est déjà ces deux lutteurs se sont déjà affrontés et se réaffrontent encore une fois. Et je trouve que ça passe excellemment bien. Maintenant, ce qui est encore plus judicieux dans ce match-là, c'est le finish. Edge, qui est seul et qui vient de perdre son titre à WrestleMania 24 contre l'Undertaker, justement, doit vraiment prouver, et même s'il n'y a pas eu d'intervention à WrestleMania 24, doit prouver qu'il peut reprendre son titre sans l'aide de la Familia. Donc la Familia, pour les gens qui ne savent pas, c'était le clan composé de Edge et de ses deux sbires, qui étaient Zack Ryder et Kurt Hawkins, les Edge Heads. On avait Chavo Guerrero, Bam Neely, donc son garde du corps, et puis la général manager de SmackDown, Vicky Guerrero, et donc copine de Edge. Donc c'était vraiment un très bon clan qui n'a pas duré forcément très longtemps, mais c'était un très bon clan. Et justement, cette famille intervenait toujours pour Edge, en faveur de Edge. Et cette fois-ci, Edge est venu sans eux. Et donc on a vraiment un match pur entre deux lutteurs qui sont très très bons, mais le côté de Edge, tricheur, opportuniste, revient sur le tapis. On a au bout d'un moment Edge qui va chercher la ceinture poids lourd et qui voudra l'utiliser sur l'Undertaker. Il n'arrivera pas et la ceinture tombera à l'extérieur du ring. Et puis on aura à peu près 2-3 minutes plus tard Kurt Hawkins, donc l'un des deux Edgeheads, qui va venir attaquer Undertaker avec la ceinture en lui portant justement un coup de ceinture poids lourd au niveau de la nuque. Ça suffira pas à battre l'Undertaker. Une autre fois, avec Zack Ryder qui essaiera de distraire Undertaker, ça ne marchera pas. Puis finalement, au moment où Edge voulait porter une prise, justement suite à la distraction de Zack Ryder sur Undertaker, Undertaker arrivera à renverser cette prise-là et va lui porter à nouveau son Hell's Gate. Donc vous savez, le Triangle Choke ou le Gogo Plata, il y a eu beaucoup de noms pour cette prise.
mais c'est une prise de soumission qui étrangle tout simplement son adversaire avec ses jambes. Et c'est déjà cette prise qui avait coûté le titre à Edge à WrestleMania 24, et finalement l'Undertaker va le porter à nouveau. Edge abandonnera, donc Undertaker va conserver son titre poids lourd, mais c'est pas tout. Parce que la WWE a fait passer ce moment-là comme potentiellement la fin de carrière de Edge. Parce que l'Undertaker va continuer à porter son Hell's Gate après le match, et Edge va vraiment commencer à saigner de la bouche et du nez, et il va être totalement inconscient. Vickie Guerrero va arriver avec Teddy Long, et vraiment elle va pleurer, il y a plein de médecins qui vont arriver. Ça aurait très bien pu conclure ce show-là, je trouve que ça aurait été même plus intelligent de le faire conclure. Mais vraiment, il y a une civière qui va arriver, et tout le monde pense, et Shero et Ajus le disent justement à juste titre, même si c'était pas encore arrivé, mais c'est certainement la fin de carrière de Edge. Et pour l'époque, si on a vu ça, moi je l'ai pas vu en direct, mais on aurait pu se poser beaucoup de questions, à savoir est-ce que Edge c'était son dernier match. Et je trouve que c'est très bien amené, et je trouve que ça aurait dû être le main event, d'ailleurs même si le main event est meilleur, je trouve que ça aurait mieux conclu sur un style un peu dramatique ce pay-per-view. Et voilà, ça m'aurait plus plu. Et pour la petite anecdote, juste avant le match, on avait l'Undertaker qui a dit à Edge « I'm born to hurt you ». Donc je suis né, avec mon bel accent anglais, pour te blesser. Et c'est très très fort, surtout quand on voit la fin. Donc j'aurais pu mettre 10 sur 10. J'ai voulu rester objectif cette fois-ci. J'ai mis la note de 9 sur 10. Et enfin, le dernier match, Triple H bat JBL, John Cena et Randy Orton pour devenir le nouveau champion de la WWE dans un très très bon Elimination Fatal 4-Way match. Vraiment, il n'y a rien à dire, c'est un match qui dure très très long, il dure 28 minutes en plus. Donc je vais vous expliquer les éliminations. Donc en premier temps, on a JBL qui est le premier éliminé après 12 minutes seulement. Après un STF de John Cena. Donc John Cena arrive à faire abandonner JBL. Je sais pas si Cena voulait faire comme l'Undertaker, a continué sa prise de soumission, mais il l'a pas arrêté tout de suite, il l'a continué peut-être 2-3 secondes, et c'était 2-3 secondes de trop, parce que juste après, donc durant ces 2-3 secondes, on a Randy Orton qui débarque de nulle part et qui porte un pun kick à Cena et il l'élimine. Donc on a JBL puis John Cena qui sont les deux premiers éliminés au bout de 12 minutes. Et justement, je vous ai dit que le match durait 28 minutes, donc ça fait même pas la moitié du match. Et on aura un Triple H Orton, en guillemets en match simple, pour le titre de la WWE qui va durer encore 16 minutes de plus. Et ça aurait pu, enfin, je trouve que c'est presque un petit peu dommage que ça se transforme aussi rapidement en match simple. Il aurait pu avoir une période de match triple menace avec un Cena qui reste jusqu'à la 20e minute par exemple. Mais le Orton Triple H nous offre quand même un match très solide pendant 16 minutes. Et finalement, Triple H va battre Orton après un pedigree pour devenir le nouveau champion de la WWE. Et puis, tout est solide. Je trouve que c'est très bien construit. Il y a de très bonnes prises. Il n'y a pas vraiment de temps mort. Je dirais même pas du tout. Il y a un très bon rythme. Et encore une fois, je suis satisfait d'avoir vu ce match-là parce que ce pay-per-view avait très mal commencé. Donc, ça ne fait que augmenter ma satisfaction à la fin. Et vous le voyez, j'ai mis la note de 9,5 sur 10. Voilà, 6,07 sur 10, c'est la note de ce pay-per-view, vous l'avez vu. Il fait pratiquement partie du top 5 des pires pay-per-view analysés sur ma chaîne. Donc c'est dommage parce qu'il y a 3 bons matchs, mais le reste est clairement à oublier. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si le contenu vous plaît. Et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.